31 avant les Jeux Olympiques. Salut les amis, bienvenue dans Retour Gagnant, votre rendez-vous tennis du mardi sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Chaque semaine, notre paire de doubles change sur le court et aujourd'hui, nous sommes avec Maître Yoda et son padawan, Bertrand Millard et Maxime Battistella. Salut à tous les deux. Salut Anne, effectivement, celui qu'on a surnommé Carlitos, un padawan de qualité qui progresse, qui sera peut-être bientôt jeudi, même si l'émission a lieu le mardi. Vous savez que c'est un grand jour pour Bertrand Millard aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Karolina Muchova rejoue. Bien sûr. Aujourd'hui. Et peut-être même au moment même où nous parlons. Aïe, 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 ben, je vais vous quitter. Il y a un entraînement à superviser pour Bertrand Millard. Au programme de cette belle émission aujourd'hui, on va faire le point sur les Jeux Olympiques côté français avec nos deux invités du jour, Édouard Roger-Vasselin et Corentin Moutet. Et puis on se projettera bien sûr sur Wimbledon qui démarre la semaine prochaine, après la belle semaine que l'on a vécue au Queens et à Halle. Et avant d'attaquer ce beau programme, bien sûr, vous en avez l'habitude, c'est l'heure de la minute hors cours. La reine Serena a défilé en toute simplicité pour Vogue à Paris, place Vendôme dimanche. Vénus, sa sœur, était là elle aussi. Objectif pour Bertrand, Maxime et moi, arriver comme elle, au boulot demain. Casper Ruud était de la fête, lui aussi, même s'il semble s'être trompé de taille de pantalon. Roger Federer a modestement lancé la sortie de son doc les 12 derniers jours en jouant au tennis face à lui-même version enfant sur le London Bridge. Lui aussi est à Londres et c'est une sacrée surprise. Novak Djokovic, l'homme qui défie le temps et la médecine, il est déjà de retour à l'entraînement. Il a même tapé des balles. Il y a eu des images de Novak Djokovic. Il sera bientôt peut-être sur le central de Wimbledon et il a le sourire. Même si son pays, la Pologne, est la première équipe officiellement éliminée de l'Euro de foot, aïe aïe aïe, Iga Świątek a montré qu'elle était plutôt douée, balle au pied et de la tête aussi. Pas mal. Un petit prono peut-être pour ce soir, France-Pologne. Mbappé, pas Mbappé? Mbappé, pas sûr. Si la France va se qualifier sans lui, il reviendra pour les huitièmes. Ah, je pense qu'il sera sur le terrain. Un petit peu, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, elle complètement jongle à fond beaucoup mieux que moi. C'est C'est vrai à peu près que le reste de l'équipe de Pologne aussi. Manifestement, oui. Lui sera bien aux Jeux Olympiques. Corentin Moutet, il va représenter la France à Roland-Garros dans un peu plus d'un mois. Il a fait le plaisir de répondre à nos questions avant de s'envoler pour Wimbledon. Et il nous parle de cet objectif auquel il rêvait et pour lequel il a beaucoup travaillé. Corentin, on est à un peu plus de 30 jours des Jeux Olympiques auxquels tu vas participer avec l'équipe de France. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux Olympiques? C'est quelque chose que je suis évidemment, c'est un peu le lien qui est fait entre tous les sports, une réunion un peu tous les 4 ans. C'est quelque chose d'unique, c'est une compétition super prestigieuse, on représente son pays au-delà de se représenter soi-même. Et puis, c'était un objectif aussi récemment quand j'ai appris que ça allait être à Paris, dans notre pays. Donc voilà, et c'était évidemment un des plus gros objectifs ces 2 dernières années. J'ai joué beaucoup de tournois, j'avais toujours ça en tête et du coup, de réussir à avoir ma place cette année, c'est un peu, c'est un objectif qui se réalise et aussi un rêve d'enfant. Pendant Roland-Garros, ton coach Peter Popovic nous a dit que quand tu t'étais blessé assez gravement au poignet, c'était en Australie il y a 1 an et demi, en début d'année 2023, tu avais tout de suite pensé aux Jeux Olympiques en disant que peut-être tu allais les rater. Et à quel moment tu as commencé à te dire que c'était possible justement d'y participer? Ouais, c'est vrai, c'est la première chose auquel j'ai pensé parce que je l'avais déjà en tête avant ma blessure, où j'avais planifié mon année aussi pour avoir les points nécessaires, enfin, j'avais ça en tête, évidemment, et du coup, quand je me suis blessé, je me suis demandé combien de temps ma blessure allait me tenir hors des cours, et que ça a aussi joué dans la décision de recommencer à jouer, même si ma blessure n'était pas encore guérie, pour pas perdre de temps et se laisser une chance d'être aux Jeux Olympiques. Donc, ça a vraiment rythmé notre année et demie qui vient de s'écouler, où à chaque fois, en fait, les décisions étaient vraiment menées par cette participation aux Jeux Olympiques. Et du coup, c'est vrai que c'était compliqué. C'était un peu les montagnes russes émotionnelles et c'était assez éprouvant physiquement parce que j'ai joué énormément de tournois, malgré les blessures où on a un peu fermé les yeux, on a essayé de faire avec. Donc c'était très dur physiquement et émotionnellement aussi parce que j'étais pas qualifié jusqu'au dernier tournoi. Donc c'était vraiment intense. Tu t'es bien préparé pour les Jeux, tu as visité tous les pays, Argentine, Brésil, Chili, Maroc, tu as fait des challengers en Croatie, en Italie avant Monte-Carlo. C'était un sacré parcours. Ouais, c'était dense et puis il y a souvent des décisions quand on est joueur
évidemment qu'on joue tous avec des douleurs différentes, mais il y a des moments où c'est plus, comment dire, plus intelligent de se reposer, de prendre quelques semaines de repos pour guérir certaines blessures. Et là, on n'avait pas trop le choix, en fait. Il fallait que je joue absolument. J'avais des points à rattraper. Donc, on a beaucoup voyagé, beaucoup enchaîné. Normalement, on a fait des tournois sur des semaines qui auraient dû être des semaines d'entraînement ou de repos. Et donc voilà, il y a eu peu de repos au final pendant un an et demi. Et du coup, je suis content que ça paye à la fin parce que c'était vraiment intense. Et je savais que ce qu'on faisait, c'était pas forcément idéal. D'habitude, mais là, c'était des circonstances différentes. Tu étais en lien avec Adrienne Manarino, qui t'a dit assez vite qu'il ne ferait pas les Jeux Olympiques, puisque le fait qu'il participe pas, ça a libéré aussi une place pour toi. Ça a compté aussi dans la dernière ligne droite de savoir que la place, elle était toute proche pour toi. Bah, en fait, oui, c'est sûr que j'y aurais pas été s'il avait participé. Après, j'ai pas su avant qu'on le sache officiellement parce que il y a toujours. C'est pas que le choix des joueurs, il y a tout un processus à faire d'inscription, enfin les choses sont plus compliquées, entre guillemets moins simples que ce qu'on ne pense. De toute façon, souvent quand il y a des décisions de ce genre-là aussi importantes, j'attends vraiment l'annonce officielle pour que ça soit sûr que j'y sois, que je me fasse pas de fausses joies, mais en tout cas, c'est sympa de sa part aussi de laisser la place. Lui, il a estimé que peut-être d'autres joueurs avaient plus de chances que lui de faire un résultat. Donc, je pense que c'est courageux, c'est respectable. Et il a pensé avant tout aussi à qui pouvait ramener des médailles, à qui. Voilà, il a laissé sa place à des gens qui l'estimaient plus en pouvoir que lui. Et du coup, c'est respectable en tout cas. On a vu que tu avais un super rapport au public, que ça te portait, que c'était ça qui t'aidait aussi à aller chercher des victoires. Ouais, ça change tout parce que, bah, encore plus à Roland-Garros, parce que il y avait ma famille, mes amis, il y avait tous mes proches qui étaient présents. Donc, on joue aussi devant eux et ça arrive une ou deux fois dans l'année, peut-être aussi à Bercy. Donc c'est toujours un moment spécial. Et puis aussi, je pense que ces dernières années, le public de Roland-Garros a un peu évolué, dans le sens où je pense que c'est un public plus engagé, plus présent pour soutenir les joueurs. Ils sont plus nombreux, plus bruyants aussi. Et du coup, c'est vrai que ça change un peu l'ambiance qu'il y a et on peut plus communiquer avec eux, plus partager. Et en fait, ça crée quelque chose de fort au final sur le terrain quand tout le monde est ensemble. Et du coup, c'est ça qui fait aussi qui fait que j'aime jouer à domicile, c'est que c'est spécial. L'atmosphère, elle est différente de tous les tournois que j'ai l'habitude de jouer. Et on se sent soutenu et on peut partager beaucoup plus que quand on joue devant des gens qui nous soutiennent pas ou qui sont moins nombreux, tout simplement. Dès qu'ils ont annoncé la date, j'étais avec mon ancien entraîneur et je lui ai vraiment dit que c'était immanquable, en fait, que des Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, c'est à Paris, c'est quelque chose d'immanquable, ça arrive qu'une fois dans une vie et j'ai la chance de pouvoir avoir accès à ça, donc je peux pas rater l'occasion, je peux pas rater le rendez-vous. Donc je lui ai dit direct. Et puis voilà, je suis curieux de voir comment ça. Je pense que comme tous, on est un peu curieux de voir comment vont se passer les Jeux Olympiques. Et je suis curieux de voir un peu s'il y aura du monde dans les tribunes, quelle ambiance il y aura. Donc je sais pas du tout. Vraiment, on arrive dans l'inconnu, mais en tout cas moi de mon côté personnellement, je suis méga motivé. Je suis super motivé de pouvoir participer à cet événement. Il y a un truc pour finir qui te fait un peu plus rêver, le village, un athlète que tu rêverais de rencontrer, de croiser, parce que c'est aussi ça, les Jeux Olympiques, c'est croiser d'autres sportifs. Vous êtes dans votre bulle sur le circuit toute l'année en tennis. Et là, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres sportifs français et étrangers. Bah moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais participer aux Jeux Olympiques, c'est que c'est un moment où on découvre. Moi, je regarde pas beaucoup le sport, pas de manière générale à la télé, donc je connais peu le monde du sport. Et du coup, je trouve que c'est une occasion aussi de rencontrer d'autres gens, peut-être de s'intéresser à un sport, du fait de rencontrer une personne qui donne envie de s'intéresser à son sport. Et puis voilà, comme je dis, on est un peu tous dans le même bateau, on vit tous les mêmes choses malgré nos différents sports, mais du coup, je trouve ça hyper intéressant de rencontrer les parcours, d'entendre des parcours d'autres personnes, de comment ils perçoivent leur sport, la manière dont ils s'entraînent. Je pense que c'est super riche et il y a beaucoup à apprendre, je pense, des autres et des autres disciplines, des autres personnes. Et du coup, si j'ai l'occasion de rencontrer des athlètes, moi, je serais le plus heureux. En plus, j'aurais pas ce point de vue de les regarder un peu comme des stars parce que j'y connais rien. Donc, c'est vraiment rencontrer la personne avant tout et puis écouter son histoire. Et c'est vrai que si j'ai l'opportunité de faire ça, je pense que les Jeux Olympiques, c'est le meilleur moment pour le faire. Alors, on a parlé du simple avec Corentin Moutet. On va maintenant aborder le double avec le numéro 1 français dans cette spécialité, Édouard Roger Vasselin, qui est avec nous. Bonjour Édouard, merci beaucoup d'avoir répondu
à notre invitation. Comment ça va? Bonjour Anne, merci beaucoup de m'avoir invité. Écoutez, ça va plutôt bien. Là, je me prépare pour la suite des tournois. J'ai une petite douleur un petit peu au niveau des abdos, donc je prends le temps de bien soigner ça, mais tout va bien. Tu vas disputer donc les Jeux Olympiques à Paris pour la première fois avec Fabien Reboul. Ça a été un petit peu la surprise quand on a annoncé cette paire. Comment s'est fait le choix de cette paire entre vous deux? Bon, ça s'est fait vraiment au dernier moment parce que par rapport aux règles, aux règles administratives, etc. Des Jeux Olympiques, en fait, il y avait plusieurs options. La première, c'était que je sois au lendemain de Roland-Garros dans les 10 premiers mondiaux pour pouvoir choisir le partenaire que je voulais. Et malheureusement, j'ai pas assez bien joué pour être top 10 à la fin de Roland. J'ai fini 13e ou Ouais, 14e, je crois. 13e aujourd'hui en tout cas. Ouais, et bah, donc du coup, j'avais plus le choix. Et après, c'était au classement, parce qu'en fait, alors c'était dur d'imaginer, de savoir exactement quel classement il fallait, mais pour être sûr de rentrer parce que c'est un Dans le cut, cut. faut rentrer dans le tableau. On avait estimé, voilà, avec des calculs plus ou moins sophistiqués, qu'il fallait être dans les 50, 55, enfin le classement cumulé des deux joueurs. Donc ça laissait plus beaucoup de choix, parce qu'au départ, on va pas se le cacher, le départ au début d'année, c'était de jouer les Jeux Olympiques avec Nicolas Mahut. Et malheureusement, on n'a pas eu les résultats espérés. Et puis au classement, Nico, il était, je crois, 50e ou 52e après Roland-Garros. Donc en cumulant nos deux classements, c'était un énorme risque que moi déjà je voulais pas prendre évidemment, mais que la fédération non plus ne voulait pas prendre pour qu'on soit sur la touche. Ils voulaient absolument qu'il y ait évidemment une équipe. Donc voilà, on a pris les meilleurs classés. Les meilleurs classés, c'était Fabien Reboul ou Sadio Doumbia. Et il y avait également Fabrice Martin qui avait un classement protégé qui pouvait nous permettre de rentrer tous les deux. Voilà, et l'autre possibilité, c'était de jouer avec un joueur de simple, avec peut-être Gaël Monfils ou Arthur Fils. Donc il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Et puis voilà, après, en concertation entre nous, et la fédération, on a décidé que Fabien serait sur le papier, en tout cas, la meilleure option. Après, on verra, mais sur le papier, c'est la meilleure option. Quels sont justement les atouts que vous avez qui font que c'était la meilleure option de jouer ensemble, vos atouts à tous les deux pour faire une bonne paire? Ah, bizarrement, je ne le connais pas encore super bien. Donc, c'est difficile. Je le croise évidemment sur les tournois. On s'est joué plusieurs fois. On a fait une fois un entraînement commun. Mais sinon, on n'a pas énormément passé de temps ensemble. Donc, déjà, je ne le connais pas super bien dans la vie de tous les jours. Je sais qu'il a toujours la banane, qu'il s'entraîne bien et tout ça. Donc, ça, c'est les bonnes bases déjà pour se dire que ça va bien se passer. Après, sur le terrain, il est plus jeune que moi en tout cas. Donc, il met beaucoup euh, d'énergie positive, son courage, il se déplace super bien. Donc tout ça, c'est vraiment le top de la jeunesse, on va dire. Et après, je vais essayer d'amener un peu plus de maturité dans ce binôme. Mais ouais, il a des coups assez puissants et il se déplace très bien, beaucoup de physique. Donc voilà, j'espère que ça va faire une belle combinaison. Comme tu l'as dit, vous n'avez jamais joué ensemble. Quel est le Non. programme là pour essayer de se préparer en si peu de temps? Bon, après Wimbledon, on va jouer un tournoi ensemble, ça c'est sûr. Donc on n'a pas encore décidé lequel, mais on jouera un tournoi sur terre battue ensemble. Voilà, donc ça fera un tournoi, plus la semaine de préparation avant les Jeux. Si jamais ça se passe mal à Wimbledon, on fera peut-être même un autre tournoi, donc un catégorie inférieure, un challenger, pour essayer d'optimiser au maximum nos chances, de passer le plus de temps ensemble sur le court, de faire des matchs, d'avoir plein de repères pour se donner les meilleures chances pour être performant à Paris. Déjà, vous allez vous croiser à Wimbledon, donc ce sera Oui. l'occasion Oui, d'échanger. c'est ça. On va essayer déjà d'organiser quelques entraînements au moins ensemble, passer du temps un peu ensemble voilà, pour commencer déjà à se rendre compte que ouais, on va être tous les deux et que ok, là, on est encore adversaires là jusqu'à la fin du gazon, mais qu'après, il va falloir qu'on soit soudés parce qu'il y a un truc qui arrive qui va vraiment nous prendre à. En fait, je sais pas trop comment comment on va le gérer, mais ça va être quelque chose de dingue. Donc je pense qu'il faut qu'on s'y prépare dès maintenant. Oui, justement, ce sera nouveau pour tous les deux, premiers Jeux Olympiques. En plus, ce sera à domicile à Paris. Ça représente quoi pour toi, cette compétition? Je vais pas dire tout, mais presque quoi. C'est-à-dire que
Les Olympiques, de manière générale, moi, je les regarde tous les ans à la télé, été, hiver. Je suis un amoureux du sport en général, donc je suis évidemment aussi très chauvin. Je suis pour tous les Français, que ce soit les équipes nationales ou les athlètes individuels. Donc, me dire que je vais pouvoir y participer, c'était déjà quelque chose que j'avais dans le coin de ma tête en me disant, waouh, ce serait dingue. Et une fois que j'ai su que c'était à Paris, bah, voilà, c'est devenu mon objectif principal, même si bon, pour ça, il fallait quand même performer sur les événements classiques du tennis. Mais oui, je sais que dans ma tête, j'avais cet événement et là, il arrive et j'espère qu'il va pas passer trop vite surtout. Mais ouais, là, plus ça arrive, plus je vais commencer à me rendre compte que ouais, j'ai bataillé depuis longtemps pour ça et que je vais pouvoir le vivre pleinement. Donc, j'ai vraiment hâte. Est-ce que justement il y a des aspects des Jeux Olympiques, toi qui les as beaucoup regardés à la télévision en tant que supporter, qui te font rêver le village olympique peut-être, ou croiser Ouais, une star, un athlète d'une autre discipline que tu admires? Il y a des noms. ouais, je pense que ce que j'ai envie de ressentir, c'est vraiment toute la passion, toute la fête que représente le sport et les Jeux Olympiques aussi. J'ai envie de voir ça au travers des athlètes, de les voir se préparer, de sentir un petit peu cette atmosphère-là de sport et que c'est quelque chose de dingue pour tout le monde de faire les Jeux Olympiques. Parce que pour nous, joueurs de tennis, c'est peut-être pas aussi important au début qu'un Grand Chelem ou que la Coupe Davis. Mais pour tout, enfin, beaucoup d'athlètes, je crois que c'est le rêve d'une vie de participer aux Jeux Olympiques, etc. Donc j'ai envie de ressentir ça, de m'imprégner de ça et de ressentir aussi toute la passion la ferveur des athlètes français, de cette émulation ensemble. Ça, je la connais pas parce que j'ai jamais vraiment fait de sport collectif, même étant jeune dans les équipes de France. Je suis en Coupe Davis seulement depuis l'année dernière, donc je vis un petit peu ça, mais ouais, je crois que c'est quelque chose qui doit pouvoir nous sublimer, de ressentir toute cette atmosphère du clan français, et ça, j'ai envie de le ressentir. Ouais. Et pour finir, il y aura aussi le double mixte avec Caroline Garcia, normalement, la paire. Alors ça, c'est pas décidé encore. Oui. Je sais même pas, mais je crois que c'est genre juste avant le tableau. Donc, j'ai pas les dates en tête, mais vers le 20 ou 25 juillet, on doit dévoiler l'équipe. Donc, ouais, c'est sûr que j'ai quelques références en double mix, j'ai quelques références avec Caroline aussi. Donc, j'aimerais beaucoup que ce soit ça l'équipe. Maintenant, en fonction des formes de chacun, etc., on verra. Mais ouais, sur le papier, j'espère que ça se confirmera. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, on Ouais, suivra merci. ça sur Eurosport, hein, les Jeux Olympiques. Ce sera aussi un grand rendez-vous pour nous. Donc, on sera ravis Ouais, de suivre les aventures de l'équipe de France. ah bah ouais, j'espère qu'on vivra de belles émotions tous ensemble, que ce soit sur le terrain ou à la télé. Moi aussi, on va regarder évidemment tout ce qui se passe autour de nous dans les différentes disciplines et les différents stades autour. Mais ouais, j'ai hâte de vivre ça. Avant les Jeux Olympiques qui arrivent donc dans 31 jours sur Eurosport, il y a la suite de la saison sur gazon avec Wimbledon. Ça démarre lundi prochain. Et la semaine dernière, les tournois du Queens et de Halle ont déjà donné quelques indications quant aux favoris avant le troisième grand chelem de l'année. Avant d'en parler, on revoit les plus beaux points de ces deux tournois. Fantastique! L'intuition de Carlos Alcaraz, il avait senti ce coup croisé. Et l'anticipation lui permet de scorer, de marquer le point. Oh! Exceptionnel ce point. Oh, quelle défense là de la part du Français. Le papa est debout, Sébastien Grosjean, le coach également. Pour saluer cet exploit parce que c'en est un là. Incroyable.
combativité et sur un point crucial. Oh, on est peut-être pas loin d'un des points de l'année là, Thomas. Carrément. Ah, ça envoie ça que sur gazon, hein. Regardez comment il se jette. Le petit coup de patte, formidable à l'aveugle. Incroyable, il le tente. À ce moment du match à 0-15, c'est tendu. Hein. Extraordinaire. Mais comment il a fait? Comment il a fait ça, oui? On va le revoir. Extraordinaire. Oh là là, attention, alors que là on assiste à un point mémorable. De l'autre côté, il va nous refaire le coup, c'est pas possible. Il nous refait le coup, Yannick Sinner, comme face à Grexbourg. C'est le roi de la roulade. Ah, c'est son geste signature maintenant. Moi, je veux le voir faire des roulades à chaque match. Merci à Ben Popovic pour ce beau montage. Il y en a eu des beaux points la semaine dernière au Queens et à Halle. On a vu beaucoup Yannick Sinner présent dans ce montage avec ses 2 roulades. Ça va peut-être devenir sa spéciale. On l'a aussi vu beaucoup sourire. Et ça fait plaisir, Bertrand. Sourire et se battre, comme à son habitude, mais se battre effectivement dans le plaisir sur ce gazon qu'il apprivoise petit à petit. Il apprivoise déjà bien, puisqu'il a joué sa première demi-finale en Grand Chelem quand même l'an dernier à Wimbledon. C'était déjà un cap de franchi. Je pense que c'était un premier cap très important de franchi dans sa carrière, le gazon l'année dernière, avant d'enchaîner victoire en Masters 1000, etc., battre Djokovic, gagner un premier Grand Chelem, devenir numéro 1. Bon, tout ça s'est enchaîné après de façon extraordinaire. Mais il a pris beaucoup de plaisir. Il est allé gagner le tournoi dans la difficulté, puisque les 3 premiers matchs, quand même, il perd un tie-break et il gagne quand même à chaque fois la rencontre. Comme il l'a dit lui-même, le 4e tie-break, il l'a gagné. C'était un tie-break décisif, donc c'était plutôt pas mal d'aller gagner ces matchs-là. On a eu l'impression qu'il souffrait un petit peu physiquement parce que le gazon, c'est exigeant. Changement de surface, on ne sollicite pas forcément les mêmes muscles. Il était déjà un peu touché à la hanche à Roland-Garros. Donc là, il y a de nouveau, on a vu forcément un petit peu dans le dur physiquement. Mais par contre, mentalement, il est présent. Il s'arrache. Tennistiquement, il est présent. Il a totalement apprivoisé, semble-t-il, cette surface. Et c'est très intéressant de voir un numéro 1 dominer son sujet comme il l'a fait du côté de Halle, où on ne l'attendait pas forcément encore vainqueur. En tout cas, on attendait de voir. Pour lui, on a vu déjà. Oui, oui. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est sa tranquillité. Même dans les moments très chauds, contre un Struff qui était quand même en feu en quart de finale, le sourire. Il arrive dans ce tie-break décisif alors qu'il a perdu le tie-break d'avant. Bon, on avait parlé de pression peut-être de jouer ce premier tournoi en tant que numéro 1 mondial. Il n'y a pas eu l'air d'avoir beaucoup de pression. Ce qui est marrant, c'est que on a connu des joueurs qui, lorsqu'ils affrontaient des gros serveurs, étaient dans le doute, commençaient à se frustrer très vite et à pester. Je pense à Wilfried Tsonga, par exemple, qui, comme ça, qui détestait jouer les Karlovic, les Isner sur gazon, par exemple, parce qu'il prenait que des aces. T'aurais pas lu un papier hier publié sur Eurosport? Eh bien, t'aurais dû. Ouais, non. On a fait un papier sur les grands serveurs. C'est promo de Maxime Baptiste. Bah oui. Je ne suis pas influençable. L'influenceur Battistella n'a aucune prise sur moi. Non, c'est intéressant parce que lui, Sinner, et c'est probablement travailler avec Darren Cahill, il a pris la chose différemment. Je prends des aces tout le temps, je trouve, et bien finalement, au bout d'un moment, je vais en rigoler. Parce qu'il sert tellement bien, s'il me fait 3 aces de suite, on va glisser un petit mot à la boxe, on se dit 2-3 mots, on rigole, on sourit, on préfère en sourire en attendant que l'orage passe. Et puis il a retourné, comme il commence à retourner à la Djokovic, finalement il y a un moment donné où il trouve une faille, il l'a trouvé dans le tie-break du 3e. Je pense que cette attitude-là, très positive, effacer ce qui vient de se passer, ne pas être dans la frustration, lui permet quand même d'être beaucoup plus serein et lui permet de gagner des matchs et d'aller au bout des tournois. C'est une saison de patron, hein. 7 tournois joués, 7 demi-finales, 4 titres, le 4e donc à Halle dimanche. C'est son premier titre en tant que numéro 1 mondial, c'était son premier tournoi. Il rejoint d'ailleurs des grands noms du tennis qui ont remporté leur premier tournoi en tant que numéro 1 mondial. Murray, Djokovic, et puis plus loin Sampras, Edberg, Wilander, Borg, Connors.
C'est ces 7-là qui ont, comme Sinner, remporté leur premier tournoi la première semaine où ils étaient numéro 1 mondial. Donc c'est des sacrés noms quand même. Oui, c'est une belle référence. Et puis Bertrand parlait de Djokovic. Moi, ce qui me frappe, c'est que chez ce Sinner-là, je vois du Djokovic 2011. Donc on parlait de Djokovic quand il avait gagné son tournoi en tant que numéro 1 mondial en 2011. Et ben, je trouve que, toute proportion gardée, à l'époque, Djokovic n'avait perdu qu'un match contre Roger Federer en demi-finale à Roland-Garros. Mais c'est le même genre de confiance, le même genre de marge, en fait. C'est ça qui est fantastique, c'est que même quand le score est serré, on a toujours l'impression qu'il va s'en sortir. Donc il avait gagné Wimbledon et l'US Open. Je me demande en tout cas s'il n'est pas parti pour. En tout cas, je le vois en favori, moi, pour Wimbledon. Ah, donc il a regagné du terrain sur Carlos Alcaraz, qui était dans la tête de tout le monde après cette victoire à Roland-Garros, les 3 surfaces. Il arrive tenant du titre au Queens, patatras, il tombe dès les 8e de finale. Est-ce que ça remet en question le statut de favori d'Alcaraz à sa propre succession ? Ça remet rien en cause. Il est tombé sur gazon, c'est très difficile. Hein. Il faut se réadapter à la surface. Il est tombé contre un drapeur en feu. Donc ça arrive de tomber, et en plus en tournoi de préparation, avec un format court. C'est ça qui est important. En 2-7 gagnants, c'est pas la même chose qu'en Grand Chelem, où il aura plus de marge. Il pourra perdre un set et revenir. Donc non, je suis pas inquiet pour Carlos Alcaraz. En revanche, je pense que Sinner, lui, a gagné en confiance. Je ne pense pas que Alcaraz ait baissé, mais je pense que Sinner a gagné en confiance. Il sait maintenant qu'il peut gagner un tournoi sur gazon. Il vient de le faire. Sur un gazon en plus qui est, à mon avis, plus problématique pour s'adapter que celui de Wimbledon. Le gazon de Halle, il est un peu plus bosselé, un peu plus usé. Pas la même qualité. C'est pas la même qualité. C'est plutôt celui du Queens qui ressemble à celui du Wimbledon. Exactement. Et je pense que c'était plus difficile pour Sinner, a priori, de gagner à Halle en 2-7 gagnants que de s'adapter à Wimbledon, même s'il a lui-même dit ce sont 2 gazons un peu différents. Donc il aura besoin de quelques jours à l'entraînement pour se faire au gazon de Wimbledon. Mais je pense qu'il a vraiment... Il a envoyé un message. Il a envoyé un message. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que parce que tout va très vite en tennis et on a tendance à oublier vite. La demi-finale à Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner, n'oublions pas qu'elle est dominée très largement par Sinner au début du match. Et que c'est plus pour des raisons physiques qu'il a un peu coulé par la suite et que ça s'est équilibré, qu'Alcaraz a fini par gagner. Aussi mentalement d'ailleurs, hein. L'Espagnol méritait sa victoire, mais il était quand même bien dominé, comme il a pu l'être à plusieurs reprises par Yannick Sinner. Donc effectivement, il y en a un qui va arriver avec un titre, auréolé d'un titre pour le seul tournoi qu'il a joué, et l'autre aura perdu son titre au Queens contre Draper, certes un vrai trublion sur le gazon, gaucher, gros serveur, qui volaille bien, qui a ce slice au service, etc. Enfin moi, c'est un joueur dangereux qui venait de gagner un tournoi effectivement, donc qui jouait bien. Ça ne remet pas en question non plus, je pense, mais moi je trouve depuis un petit moment, depuis la fin de saison dernière, que Sinner est passé un peu devant Alcaraz. Alors évidemment, comme tout va très vite, on se dit « Ah oui, mais là, il a gagné Roland-Garros et il a battu Sinner, donc il repasse devant. » Mais non, pas forcément en termes de niveau de jeu. Moi, je trouve qu'Alcaraz a gagné. Il était très fort, il a gagné Roland-Garros, mais sans très bien jouer. Et oui, je trouve que Sinner, effectivement, sur l'ensemble, en moyenne, joue mieux sur un tennis moyen sur l'ensemble de la saison, pour l'instant, que Alcaraz. En tout cas, il était ravi, évidemment, d'avoir remporté ce premier titre sur gazon, Yannick Sinner à Halle. Et on va écouter, justement, le numéro 1 mondial après cette victoire face à Hubert Hurkacz. It means a lot. It was a tough match against Hubi. I knew I had to serve really well, and you play only a couple of really important points throughout the whole set. So I was happy, and I tried to produce in the best possible way in the important moments. So I'm very happy about this tournament because the first time on grass court winning, it's a good feeling. Yeah, I'm just looking forward to it. No, last year I made semis. I played some good tennis. So let's see what's coming this year. I'm more confident for sure, and on this surface, obviously the grass might be a bit different from here and Wimbledon. So, but I have 1 week now to prepare it. So hopefully it's going to be a good tournament. Oui, on espère aussi que ce sera un bon tournoi pour Yannick Sinner à Wimbledon dès lundi prochain.
On a parlé d'Alcaraz, on a parlé de Sinner, qui sont les deux dont on parle beaucoup parce que ce sont les plus en forme cette saison, les favoris. On ne sait pas si Novak Djokovic sera présent. Il est à Wimbledon, il se teste. Il prendra la décision en fonction des sensations qu'il a sur le court. Mis à part ces deux-là, et en éliminant l'interrogation de Novak Djokovic, qui peut, Bertrand Maxime, peut-être être un trouble fait dans ce duel entre Sinner et Alcaraz. Je crois qu'on en a vu déjà quelques-uns à Halle notamment. Je pense à déjà certains qui peuvent faire mal dans les premiers tours. Parce qu'en fait, les Cador, les Sinner et les Alcaraz, ils seront plus friables, à mon avis, justement, dans les premiers tours. Et donc, par exemple, un Jan-Lennard Struff qui n'est pas tête de série. Le coupeur de tête. Voilà, ça peut être dangereux. Je rappelle qu'il avait emmené Carlos Alcaraz au bout des 5-7 il y a 2 ans, à Wimbledon. Donc, ce type de joueur-là, ça peut être dangereux dans les premiers tours. Ensuite, Berrettini ? Un Berrettini, évidemment. Évidemment, finaliste à Wimbledon, qui est au top de sa forme, à mon avis, et pas loin d'être le meilleur joueur sur le gazon. En tout cas, je ne parle pas de Djokovic, évidemment, qui a son historique pour lui, mais en termes de spécialiste de gazon, Berrettini, il se pose là. Maintenant, si on doit parler plus des joueurs qui sont parmi les favoris, enfin parmi les grandes têtes de série, je pense qu'un Hubert Hurkacz nous a prouvé finaliste encore à Halle qu'il avait le tennis pour embêter, exactement, pour embêter Sinner, mais peut-être pas le mental, en effet. Et puis sinon, moi j'ai envie de croire en un joueur comme Grigor Dimitrov, qui est très 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 à l'aise sur gazon, qui a été en demi-finale à Wimbledon, ça fait maintenant 10 ans, ça date, mais je pense qu'il a la forme pour le faire. Et puis on peut parler d'Alex de Minaur, qui est pas mal en ce moment, mais est-ce qu'ils ont vraiment tous les atouts pour faire tomber Alcaraz ou durer sur les 15 jours d'un grand chelem. C'est une vraie Moi, je trouve qu'on s'est posé cette question avant Roland-Garros, à juste titre. On la repose à juste titre à Wimbledon. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques années, Federer était le favori. Après, ça a été Djokovic, c'est le favori. Et là, c'est la même réponse qu'à Roland-Garros. Très ouvert. C'est extrêmement ouvert. Comme jamais. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Ouais. Djokovic arrive également dans l'inconnu. Pas le même inconnu, mais un inconnu de blessure. Ouais. Donc c'est lui, a priori, qui est le favori normalement sur gazon. Et derrière, le tenant du titre a perdu au Queens, donc ça nous met un petit peu de doute, alors qu'il vient de gagner Roland-Garros. C'est quand même très difficile, on le rappelle aussi, de faire ce fameux doublé Roland-Garros-Wimbledon. Peu l'ont réussi, certains l'ont réussi à de nombreuses reprises, comme Björn Borg, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, et Sinner arrive en forme, numéro 1, et en forme en gagnant un tournoi. Et de plus en plus à l'aise sur cette surface. Donc les 3 favoris sont là. Et pourquoi pas moi, je pense à Zverev en 4e, qui reste sur sa lignée de solidité. J'avais hâte de le revoir après son énorme désillusion de Paris. Finalement, un premier set difficile face au fantasque Oscar Otte, son compatriote, mais qui est vraiment un très bon joueur d'herbe. Ouais. Il a gagné. Derrière, il est quand même allé loin aussi dans ce tournoi. Perdu contre Hurkacz, mais voilà, c'est pas une honte de perdre au meilleur des 3 sur Hurkacz. Je suis pas sûr qu'au meilleur des 5, il perdrait non plus face aux Polonais. C'est possible, hein, mais bon. En tout cas, Zverev, pour moi, reste en embuscade derrière cela. Le seul problème, c'est qu'il nous a prouvé à nouveau à Paris qu'il n'était pas capable de gagner un grand chelem. En tout cas, parce que dans les derniers sets du dernier match, ça coinçait. C'était le cas à l'US Open, c'était le cas à Roland-Garros. Donc je vois pourquoi ce ne serait pas le cas, à moins de jouer un autre rookie, par exemple, en finale. Que si Messi joue un Sinner, un Djokovic ou un Alcaraz, je le vois mal gagner. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est le 4e. Quid de nos Français, Hugo Humbert ? Il a montré c'est quand même sa meilleure surface. Ouais, enfin il est quand même dans une passe difficile. Hein. Malheureusement, la difficulté je pensais que la terre battue allait être une parenthèse, mais il n'a pas non plus super bien enchaîné sur gazon. Donc il y a une confiance qui est un peu en baisse. Oui, évidemment que c'est une très très bonne surface pour lui. Il a déjà gagné à Halle. Ça va dépendre un peu du tirage, je pense, pour Hugo. S'il peut avoir des tours un peu tranquilles, on va dire, au début, et retrouver son meilleur niveau, oui. Mais Arthur Fils aussi a bien joué à Halle. Il a fait un bon Halle, ouais. Pareil. Et alors lui c'est un peu l'inverse. Il retrouve quand même, je trouve, sur le gazon des couleurs par rapport à la terre battue. Mannarino, malheureusement, un peu comme Humbert, continue à être décevant, à enchaîner des résultats décevants. Alors qu'on l'attendait sur gazon. Alors qu'on l'attendait sur gazon. Donc voilà, mais en général, les Français ont le pied plus jardinier que, c'est vrai. que le pied, comment on dit, ocrier. Terrien.
T'es rien. On n'a pas parlé du vainqueur du Queen's quand même, Tommy Paul, qui a fait une superbe semaine. Il y a une statistique un peu rigolote sur des grands noms du tennis qui ont gagné leur premier Queen's ou leur premier ALE et qui ont ensuite gagné leur premier Wimbledon. Ça a été le cas pour Roger Federer, on va voir la stat. En 2003, il gagne son premier titre, le premier de ses 10 titres à ALE. Il enchaîne avec Wimbledon. En 2008, c'est Nadal qui remporte son premier titre au Queen's. Il enchaîne, on le sait, avec la victoire à Wimbledon après un match de fou en finale. Et l'année dernière, Alcaraz remporte son premier titre au Queen's et enchaîne sur Wimbledon. Donc peut-être que c'est tout indiqué pour Sinner, mais pourquoi pas un Tommy Paul? En Grand Chelem, il a encore une marche à franchir. Mais je pense quand même qu'entre Sinner et Paul... C'était pour la stat. Je pense qu'en fait, Paul est un très bon joueur. Il a déjà été demi-finaliste à l'Open d'Australie. Donc en Grand Chelem, il a déjà prouvé qu'il pouvait aller loin. Mais je pense que justement son jeu, qui est très propre, il n'a pas beaucoup de failles, il lui manque un grand coup, il lui manque quelque chose qui lui ferait passer un cap extraordinaire. Et je pense que contre les Alcaraz et Sinner, justement, ce manque de coups flashy, ce manque de petits pourcentages en plus, fait qu'il sera toujours limité face à ces joueurs-là. Contre Alcaraz, il est pas mal en général. Oui, il a déjà battu, il a failli le battre une deuxième fois. Mais en Grand Chelem, c'est autre chose. Il a battu Draper qui avait éliminé Alcaraz au Queen's. Mais en Grand Chelem, c'est autre chose, je pense. Après... Oui, je pense aussi, bien sûr, je pense aussi Tommy Paul sera très loin pour moi de gagner Wimbledon. Mais là, c'est un Queen's, c'est quand même pas le meilleur Queen's de l'histoire auquel on a assisté. Deminor a perdu rapidement parce qu'il arrivait, il a venu gagner un titre et il a perdu assez rapidement. Dimitrov a perdu aussi assez rapidement. Bon, il y a des têtes, Alcaraz a perdu. Donc bon, il y avait Musetti contre Paul en finale. Si on vous dit au début de la semaine que ça va être la finale de Queen's, voilà. La densité était plus forte clairement. Sur l'autre tournoi ATP 500. Et justement, ça nous fait une transition toute trouvée vers notre dernier thème de la journée sur le format ATP 500 qui a inspiré une chronique à service volé qui intervient de temps en temps dans Retour Gagnant. On l'écoute et on en reparle juste après. C'était pas prévu comme ça, on n'était pas censé en arriver là, mais la troisième catégorie du circuit, les ATP 500, est pas loin d'être devenue la catégorie ultime du tennis. La première explication tient dans la refonte des Masters 1000. Le format star de l'ATP a subi une réforme très critiquée en 2023 qui a eu pour conséquence principale d'étirer ses tournois sur 12 jours. Du coup, personne ne sait exactement quand est-ce que ça commence tout ça, le produit est dilué, mais il rapporte davantage, et ça semble être la préoccupation principale de l'ATP. Avant cette réforme, seul le duo Indian Wells et Miami se disputaient sur ce format. D'abord pour une question de calendrier, le mois de mars étant parfait pour caler deux événements d'envergure. Ensuite parce que ce format XXL était une concession faite au marché américain, historiquement ultra puissant dans le tennis, mais en large déclin ces dernières années, comme en attestent les audiences poussives de Roland Garros sur le territoire US. Les ricains préfèrent le pickleball maintenant, comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Sur terre battue, le tournoi le plus réussi de la saison fut Monte Carlo et de très loin. Encore disputé sur une semaine ce tournoi, alors que Rome et surtout Madrid ne sont pas loin d'avoir viré au fiasco complet, en bonne partie à cause de ce format raté. Alors si je vous dis des tableaux de 32 joueurs, 8 têtes de série, pas de bail au premier tour, vous sentez ce frémissement, cette excitation qui vous titille? Les ATP 500 sont la quintessence du tennis, tout ce que les Masters 1000 ne sont plus. En fin de saison dernière, l'écart d'intérêt entre Pékin, un ATP 500 turbo excitant, et Shanghai, un Masters 1000 lénifiant, fut absolument délirant. Vienne fut aussi l'un des meilleurs tournois de la fin de saison parce que tout dans ce format amène de l'excellence et de la qualité. D'abord, les ATP 500 se disputent dans un format classique, immédiatement compréhensible par le public, qu'il soit connaisseur ou non, sa densité est folle, c'est un concentré d'action, non vraiment, c'est l'équivalent de Predator ou de Piège de cristal, mais avec une balle jaune. Les matchs du premier tour ressemblent à des huitièmes de finale de Grand Chelem. Les têtes de série sont sous pression constante et immédiate, contrairement au Masters 1000 et au Grand Chelem. Regardez Alcaraz par exemple à Roland Garros, au premier tour il a joué JJ Wolf, alias Jean Loup. Bagatelle. Là au Queen's, c'était directement Cerundolo, huitième de finaliste à Roland Garros, qui certes a perdu contre Djokovic sans genou, mais ça c'est un petit détail. Et Sinner de son côté, et qui a tout de suite galéré contre Eric Sport, et c'est ça qu'on veut, on veut de l'action, on veut du danger, on veut des ATP 500. Bon bah moi je vais aller me poser tranquillement devant ALE et le Queen's en exclusivité sur Eurosport parce que des matchs, sérieusement des matchs où Milos Raonic peut claquer 47 aces comme ça en toute impunité, moi c'est ma définition du grand frisson. Il a eu raison, service volé, de se poser devant Eurosport pour regarder le Queen's et ALE. Alors les ATP 500 même mieux que les Grands Chelems, carrément? Ah non.
Pas comparable. Non, quand même. Touche au Graal. Non, touche quand même là, oui, ce qui se fait de mieux au tennis. C'est pas que c'est mieux, c'est que voilà, 32 têtes de série, c'est beaucoup. Et que effectivement, moi, qui suis un petit peu âgé, j'ai connu les 16 têtes de série en 1952. Voilà, non, mais c'est ça pas va, si le vieux, dos, c'est pas si ça vieux, va, c'est pas si vieux que ça. Hein. Oui, mais vous serez vieux un jour aussi, vous verrez. Malheureusement, ça arrive à tout le monde. Et donc, les 16 têtes de série, c'était pas mal. Parce que le 17e, vous pouvez jouer contre le premier ou contre le 8e au premier tour. Donc là, on avait quand même, il y avait la possibilité d'avoir des très grandes affiches au deuxième tour, au troisième tour, voire au premier tour. Et aujourd'hui, c'est moins le cas, 32, tout le monde est protégé, à moins qu'il y ait un joueur qui revienne comme Nadal à Roland-Garros, qui n'a plus de classement et qui tombe sur Zverev au premier tour. Oui, c'est un contre-exemple, mais c'est rare, forcément. Mais en plus, c'est pas normal, entre guillemets. Nadal ne devrait pas être au classement. Non, mais voilà, aujourd'hui, c'est le 35e, 36e qui doit faire peur, normalement, bon classé. Donc, bon, c'est un petit peu pour ça. Sinon, les grands chelems, pour moi, hors catégorie, meilleur des 5-7, ça reste largement au-dessus. Mais ce que les services volés, là où il a complètement raison, c'est que le Masters 1000 se dilue dans ces 12 jours complètement. Et quand il y a, comme ça s'est passé à Madrid, une cascade comme ça de blessures et de forfaits, ça devient n'importe quoi. Il y a eu des matchs qui ont duré 4 jeux, il n'y en avait qu'un ce jour-là, par exemple, une demi-finale. Il y a eu la journée avec toutes les huitièmes de finale, c'est bien, mais après, par contre... Mais après, ça peut vite. D'abord, c'est long, il y a des journées sans match, il n'y a que des matchs féminins, il n'y a plus de matchs masculins. Ouais, Caroline Garcia s'en était plaint, elle avait dit que c'était long avant d'arriver à un match. Et pour peu qu'il y ait 3-3 abandons comme on l'a eu, et qu'il y ait une semaine comme ça, là, ça peut arriver. Et on se retrouve avec des journées lénifiantes, effectivement, catastrophiques. Et les Masters 1000 qui étaient les super tournois avant, avec parfois plus de chocs justement que en tout cas dans les premiers tours que dans les grands chelems, ils sont un peu ces tirs sur la longueur. Autant c'est vrai, on avait Indian Wells Miami, on a cette habitude à ce moment de la saison, sous le soleil américain. Bon, c'est une tradition qui perdure et qui est pas mal. Puis ça s'enchaînait bien pour le coup au même endroit. On arrive après sur terre battue où il y a un grand chelem qui arrive, donc multiplié Monte-Carlo, Madrid, Rome sur 12 jours, ça donne quasiment pas de place aux autres, c'est très long avant d'arriver à Roland-Garros. Le gazon, pour l'instant, il n'y a pas de 1000, donc effectivement, c'est très bien d'avoir Halle et Queens de 500. Ça fait 2 beaux tournois. Et pour l'US Open, pareil, c'est les Masters 1000 de l'été. Ça va être, très long aussi. Maître Bertrand a tout dit. Sur son arbre perché, pardon. Non, mais sur le côté, le grand point fort de ces ATP 500, c'est les grosses affiches d'entrée. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu un Moussetti Dominor premier tour. C'est quand même assez extra. Et ça, on ne le verra jamais, sauf l'exception d'un Nadal mal classé. On a eu Nadal Zverev en grand chelem. À Roland. Voilà, sauf cette exception-là, oui, bien sûr. On ne le verra jamais. Donc ça, c'est le grand point fort de ces ATP 500. Et sur gazon, évidemment que c'est que c'est encore meilleur, parce que comme il n'y a pas de même Masters 1000 et comme il n'y a pas beaucoup de tournois, les cadors ont l'obligation quasiment, s'ils veulent avoir des matchs, de s'aligner sur ces deux ATP 500. Ce qui fait que tous les membres du top 20 ou presque sont au rendez-vous. Il n'y en a pas un qui va zapper, ou alors, sauf blessure à la Djokovic, ou choix vraiment, tu viens de gagner Roland-Garros, tu décides de prendre vraiment ton temps et de réattaquer par Wimbledon. Donc je pense que c'est aussi un problème de calendrier, et que les ATP 500, ces ATP 500 sur gazon sont spéciaux. Tous les ATP 500 ne sont pas comme ça non plus. Non. Il faut aussi le souligner, parce qu'on a eu un super ATP 500 à Vienne, par exemple, l'année dernière. Oui, il en parle, service volé. On a ces deux ATP 500 sur gazon, mais par exemple, l'ATP 500 d'Acapulco cette année, j'en ai pas un souvenir idyllique. Non, mais il faut pas non plus. Oui, alors que ça les dépend aussi sur une semaine à Monte-Carlo et à Bercy, à Cocorico, ce sont en plus les Masters français. Mais il y a une autre chose qui fait que les tournois deviennent souvent moins intéressants, c'est l'uniformisation des surfaces. Ouais. À l'époque où les parents de Anne Boyer commençaient à peine à flirter, ils se rencontraient sur Tinder, le Tinder de l'époque, c'était tout simplement la boum. Ils se rencontraient, ils dansaient un slow sur les Hotel California des Eagles. Je le sais, parce que j'y étais, Anne. À ce moment-là, eh bien, il y avait des spécialistes de surface. Et donc, un tirage difficile sur gazon, c'était pas forcément un top joueur, ça peut être un Leif Shiraz qui avait fait une finale au Queens, ça peut être un Bill Scanlon, ça peut être un Wally Mazur, ça peut être un Peter Doohan qui avait battu Becker au deuxième tour en 87 alors qu'il était double tenant du titre au deuxième tour sur le cours numéro 1, sur le vieux cours numéro 1. C'était ça.
Ouais. Et c'était intéressant, c'était aussi comment il s'appelait, Dan Goldie qui battait Connors, voilà, des joueurs qui étaient des gros serveurs volleyeurs. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et là, vous prenez le tableau de Majorque cette semaine, je pense que certains joueurs en début de saison se sont dit « Ah, Majorque, Espagne, terre battue, je m'inscris. Ouais. Ah, un petit terre battue avant Wimbledon. » Parce que là, vous avez Carbales Bagna, vous avez regardez la liste des joueurs. Et en fait, non, c'est du gazon, bien sûr. Bon, c'est donc un peu difficile parce qu'aujourd'hui, il y a moins de spécialistes. Et ça aussi, les spécialistes de surface pouvaient créer des surprises. Et également, sur terre battue, bien sûr, les spécialistes de terre battue, Pérez Roldan et Mancini et d'autres. Et sur gazon, il y avait des spécialistes. Donc, les tirages au sort, il n'y avait déjà que 16 têtes de série, mais il y avait aussi des joueurs 50e qui étaient bien meilleurs sur gazon que le 8e de l'époque. En tout cas, il y a un truc de vieux encore. À Hambourg, une rubrique spéciale vieux. Hein. Il y aura Hambourg avant Roland Garros qu'on suivra sur Eurosport, avant Roland Garros, avant les Jeux Olympiques, Roland Garros bien sûr. Et c'est sur le moment du début du slow des Eagles, donc au moment où la guitare part. Le solo, c'est parti. Je crois que votre papa a réussi à franchir le pas, parce que 7 minutes c'est long et ça permet donc en général ce slow-là était assez long pour permettre et ça s'est très bien terminé. Regardez, c'est magnifique. Anne, vous voyez comme résultat, c'est parfait. Et paf, ça fait des chocs à pic. Merci Bertrand, merci Maxime, toujours aussi bavard mais intéressant. Ça, ce sera coupé au montage, je pense. Bien sûr, bien sûr. On ne garde rien. Merci à Seb pour la réalisation de cette émission, à Adrien en régie. Merci à Nolwenn et Romain pour leur aide précieuse et à Quentin pour la mise en image. Et on se retrouve très vite pour un nouveau retour gagnant. Salut.